qui traverserait les débris d'une arme nucléaire ayant explosé dans l'espace serait sujet à des niveaux extrêmes de radiation. Il y a en particulier des rayons gamma issus de déchets radioactifs qui peuvent entrer en interaction avec la peau et provoquer des cancers. Il y a également des électrons énergétiques et d'autres particules issues de ces nucléons radioactifs. Et tout cela endommage les tissus vivants. Comme il n'y a ni vent ni manifestation atmosphérique, cette sphère de radiation en expansion reste à des niveaux dangereux pendant des mois. Aujourd'hui, les missiles peuvent transporter des ogives nucléaires dans l'espace. Étant donné la façon dont les bombes nucléaires réagissent dans l'atmosphère supérieure de la Terre, un pays pourrait décider de lancer une explosion spatiale sur un autre. Et celle-ci causerait de nombreux dégâts au cours de son trajet vers la Terre. Si une arme nucléaire se déclenche au-dessus d'une partie importante de l'atmosphère terrestre, elle libère des rayons gamma, des radiations électromagnétiques de très haute énergie qui ionisent le gaz dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'ils éjectent les électrons des atomes et des molécules. Ces électrons sont projetés vers le bas et se déplacent à une vitesse qui est proche de celle de la lumière. Cela crée un incroyable courant électrique et cela peut engendrer de grandes différences de tension et de grosses surcharges de courant dans les équipements électriques sur Terre. Si les États-Unis étaient la cible, il y aurait un pic soudain de courant qu'on appelle une pulsation électromagnétique ou EMP, venant comme un énorme projectile invisible de lumière. Cela détruirait les équipements électroniques et tout vecteur de courant électrique dans l'instant. Sur Terre également, les explosions nucléaires produisent des EMP, mais dont les conséquences sont plus limitées. En explosant dans l'atmosphère, une seule déflagration nucléaire pourrait dévaster un pays entier. On a calculé que si l'on allumait une bombe nucléaire d'une mégatonne à une centaine de kilomètres au-dessus du Kansas, on mettrait la plupart, si ce n'est la totalité, des équipements électroniques des États-Unis hors service. Les dommages causés par des explosions atomiques spatiales sur Terre ne sont pas qu'une théorie. À la fin des années 50, au plus fort de la guerre froide, les États-Unis et la Russie devinrent les seules nations à utiliser l'espace comme un terrain d'essai nucléaire. En 1962, l'un des derniers tests au-dessus de l'océan Pacifique a donné naissance à une impulsion électromagnétique qui a mis hors service tous les équipements électroniques de la Nouvelle-Zélande à Hawaï. De vastes zones peuvent être affectées par ces courants précis, et pas seulement la zone juste sous la bombe. Étant donné l'étendue des dégâts dans l'espace et sur Terre, les deux pays arrêtèrent ces explosions après moins de 20 tests. Pour éviter de frapper des satellites ou des vaisseaux alliés par de fortes explosions nucléaires qui manqueraient de précision, on pourrait utiliser dans l'espace des armes à feu. Mais si vous étiez chargé de la sécurité extérieure d'une station spatiale, penseriez-vous qu'un revolver classique pourrait faire feu sans l'oxygène de l'atmosphère et avec une très faible gravité? La poudre à feu possède en elle son propre oxydant, donc elle prendrait feu si vous vous débrouillez pour que le percuteur frappe l'extrémité de la balle au moment de sa sortie. Maintenant, est-ce qu'il serait possible d'éjecter la cartouche et de mettre la balle suivante dans le barillet? C'est une bonne question. Je ne suis pas vraiment sûr que l'arme tirerait plus que quelques coups avant de se bloquer et de cesser de fonctionner. Une grande partie du problème vient du fait que le métal déplace des pièces à l'intérieur du revolver et que celui-ci a besoin de lubrifiant pour bien fonctionner. Mais dans les conditions spatiales, le lubrifiant serait sans doute rendu inefficace. Si cette arme de poing était exposée au soleil, par exemple, elle deviendrait vraiment très chaude et ces différentes pièces seraient sans doute bloquées ensemble. Si elle n'était pas à la lumière du soleil, elle deviendrait vraiment froide et les pièces se bloqueraient alors. Le lubrifiant aurait du mal à jouer son rôle dans le vide de l'espace. Le plus grand problème, c'est qu'il perle, il se transforme en petites billes parce qu'il n'y a pas de gravité ni d'autre atmosphère. Les astronautes nous démontrent la même chose quand ils boivent des liquides en apesanteur. Au lieu de couler régulièrement, les liquides se dispersent en petites sphères.
Mais il y a un système qui fonctionnerait bien dans l'espace pour tenir à l'écart les méchants. C'est de tirer des balles avec un canon électrique. Celui-ci utilise pour propulser des balles des séries de puissants champs magnétiques. Les canons électriques actuels peuvent déjà lancer une balle environ 3 fois plus vite qu'un M16. L'idée d'un canon électrique, c'est de prendre un petit projectile, en métal ou en plastique, peu importe, et de l'envelopper dans une feuille d'aluminium pour créer un circuit électrique entre deux longs rails. Le champ magnétique crée une accélération qui envoie ce petit projectile jusqu'au bout des rails. Il peut le propulser très rapidement, à des vitesses qui, d'après certains, seraient proches de celles de la lumière. Des systèmes similaires sont déjà en place dans certains trains à grande vitesse et dans les montagnes russes. On a une série d'aimants qui propulsent un objet, soit en train, comme dans les montagnes russes, ou une balle destinée à frapper un objet dans l'espace. D'un aimant à l'autre, l'accélération se développe. Et en passant un certain nombre de paires d'aimants, l'objet atteint la vitesse désirée. Monté sur un grand vaisseau, le canon à rail pourrait devenir le canon du futur. De longues rangées d'aimants pourraient propulser d'énormes projectiles à des millions de kilomètres/heure. Mais ce type d'arme suffirait-il à vaincre une civilisation extraterrestre avant qu'elle ne détruise la Terre ? Dans une centaine d'années, les vaisseaux spatiaux pourront, en cas de conflit, réduire l'ennemi à néant grâce aux canons à rail qui détruiront leurs cibles sans explosifs. En frappant l'ennemi à des vitesses de plusieurs milliers, voire millions de kilomètres/heure, ils libéreront des quantités incroyables d'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. En 2008, l'armée américaine a testé les canons à rail les plus avancés. Grâce à une série d'aimants et un puissant courant magnétique, on a lancé un projectile de 3 kg à plus de 8000 km/h. On pense que cette arme, lorsqu'elle sera complètement opérationnelle, couvrira plus de 300 km. Une balle qui se déplace à 7 fois la vitesse du son fait beaucoup de dégâts. On est content lorsqu'elle est de notre côté dans un conflit. C'est le genre d'arme qui pourrait faire pas mal de dégâts si nous devions détruire la capitale d'une civilisation extraterrestre violente. On peut imaginer un vaisseau mère armé d'un canon à rail qui en fait le tour entier et peut tirer de très gros projectiles de la taille d'une voiture ou d'un bulldozer. Un objet qu'on lancerait sur ce canon à rail à une vitesse d'environ 10 ou 20% celle de la lumière et autant d'énergie cinétique pourrait sans doute détruire une ville entière. Cela fait beaucoup d'énergie. Mais il reste évidemment beaucoup à faire avant d'avoir un canon à rail de cette puissance. Alors y a-t-il d'autres armes à énergie cinétique susceptibles d'apparaître dans l'espace dans un futur proche ? Vous rappelez-vous de la perche ressemblant à un poteau téléphonique qui anéantissait un bunker souterrain dans notre guerre lunaire du futur? Cette arme, appelée Rod from God, le bâton de Dieu, est assez simple pour être opérationnelle si un conflit spatial éclatait au cours des prochaines décennies. Une petite fusée lancerait le projectile aérodynamique. À la base, c'est une simple perche de métal, sans doute en tungstène ou en tout cas dans un matériel lourd, très solide. On la met en orbite, on la lance sur la cible, n'importe où dans l'espace, et on laisse simplement la gravité en accélérer la vitesse. La capacité de la gravitation à accélérer un objet et à développer sa puissance destructrice peut être observée avec une arme qui existe depuis des siècles. Le trébuchet, qui est une sorte de catapulte, était utilisé pour envoyer du ciel de lourds projectiles sur l'ennemi. La gravité agit sur un objet comme ce rocher à une vitesse de 10 mètres par seconde carrée. Donc, si on le prend et qu'on le lance, il tombe en moins d'une seconde. Il n'a donc pas le temps d'atteindre 10 mètres par seconde.
Mais même le rocher lancé plus haut et plus loin, grâce au trébuchet, pourra atteindre 10 mètres par seconde, 20 mètres par seconde ou même 30 mètres par seconde. Et lorsqu'il retombera, il créera un cratère bien plus important. Ce rocher s'est déplacé dans les airs pendant environ 5 secondes, ce qui veut dire qu'au moment où il frappera, il aura atteint 35 mètres par seconde. Avec l'énergie cinétique en plus, il laissera un cratère plus grand. Dans les conflits qui auront lieu dans un siècle, une perche lancée sur la Lune aura un avantage sur le rocher du trébuchet. Comme la Lune ne possède aucune atmosphère, elle continuera d'accélérer jusqu'au moment où elle frappera le QG souterrain de la colonie ennemie. Elle s'enfoncera dans la roche lunaire et détruira le poste de commandement. Et si les séparatistes basés sur la Lune faisaient de même et lançaient vers la Terre une baguette depuis une plateforme spatiale? L'atmosphère terrestre ralentira sa chute, mais est-ce que ce sera suffisant pour empêcher la destruction d'un QG terrestre souterrain? Lorsqu'elle frappera l'atmosphère supérieure, elle aura une vitesse d'environ Mach 25, c'est-à-dire 25 fois la vitesse du son. Elle ralentira en traversant l'atmosphère, mais si elle devait frapper la Terre, elle y ferait un trou, car elle frapperait à 8000 ou 10 000 km/h. Alors la quantité d'énergie libérée dans un petit espace en un très court instant serait équivalente à celle d'une bombe nucléaire. Ce projectile aurait une très grande puissance de pénétration. Ce serait idéal pour détruire les bunkers. Mais aussi impressionnante que soit la vitesse des Rod from God et des projectiles lancés par les canons à rail, rien ne peut atteindre la rapidité du laser avec ses 300 000 km/s, la vitesse de la lumière. Les lasers ont toujours été les armes préférées dans les guerres spatiales des ouvrages de science-fiction. L'idée d'avoir un laser personnel est fascinante et très séduisante. J'aurais adoré en avoir un quand j'avais 12 ans. Tout comme les enfants veulent parfois être des cow-boys ou des bandits, j'aime bien l'idée d'avoir une arme indolore, instantanée, et qui fait de vous le plus fort du pâté de maison. Mais qu'est-ce exactement qu'un laser ? Les lasers peuvent être considérés comme des lampes de poche high-tech, mais toutes les ondes sont en phase, si bien qu'on a toutes les crêtes alignées. Et cela produit des radiations très intenses pour une quantité d'énergie donnée. La lumière normale d'une lampe de poche ou du soleil est complètement hors phase. C'est incohérent. Certains crêtes sont comme ça et on a les creux d'autres ondes comme ça. On a tendance à s'annuler et on ne voit que ce qu'il en reste. Les rayons laser les plus visibles apparaissent d'une certaine couleur, car seule la lumière de cette fréquence spécifique est alignée et sort de l'arme. Les différents lasers altèrent leur cible de manière différente. Ce laser vert du labo des lasers à haute puissance de l'université de Stanford envoie de puissantes impulsions. Il ne libère pas beaucoup de chaleur, mais un champ électrique très important. Celui-ci peut fournir un champ électrique assez puissant. Or, en créant un champ électrique, on peut mettre en pièces des atomes, les électrons des atomes si vous voulez, et on peut détruire les matériaux. Ce puissant champ électrique déchire même les molécules d'air qui se rassemblent entre chaque impulsion. Quand on obtient ce flash, quand l'énergie est libérée et qu'on voit la lumière, ça ressemble un peu à la foudre et aux éclairs. Même si puissant qu'il a endommagé notre caméra pendant que nous filmions ces images. Les particules de poussière ont dévié une partie de l'impulsion vers la lentille et ont laissé une marque verte définitive sur le capteur numérique de la caméra. Au laboratoire, un autre laser prouve la puissance des ondes continues par rapport aux impulsions.